l'origine. Voilà, pareil pour le point d'abscisse x3 égale 0,6 mètres. Vous voyez, on a la perturbation qui arrive dans ce point-là avec un retard de x3 divisé par c, donc 0,6 divisé par 2, donc de 0,3 secondes par rapport à la perturbation qu'on a émise à l'origine sur l'abscisse x égale 0. Puis à x4 égale 0,8, là cette fois-ci on a un retard de propagation de 0,4 secondes. Donc si on représente un petit peu l'évolution de ces différentes abscisses en fonction du temps sur le même axe. Alors je ne sais pas si on l'avait fait, j'ai l'impression qu'on ne l'avait pas fait, je ne sais pas trop, donc je vous le retrace au cas où. Voilà, on change un petit peu de couleur. Voilà, donc là j'ai fait la première, donc la deuxième. Donc là c'est en noir, c'est le x égale, alors je mesurerai juste l'angle, 65, donc là je vais voir 65, voilà. Donc ça c'est le x1, vous voyez, qu'on retrouve bon, identique à la perturbation à l'abscisse x égale 0, mais avec un retard qui est de la propagation de 0,1 seconde. Et vous voyez, l'étalement temporel de la perturbation est toujours de 0,3 secondes. Là, donc je retrouve ça ici. Et puis, voilà, donc là, je suis à l'abscisse x1 égale 0,2 mètres. x1 égale 0,2 mètres. Ensuite, en changeant de couleur toujours, on va mettre un peu plus gros, parce que c'était pas assez gros. Voilà, donc je vais retrouver, donc là je vais tracer le x2 en vert, et le x2 c'est la perturbation fonction du temps à l'abscisse donc 0,4 mètres. Donc je retrouve ça, hop. Et ensuite donc l'étalement temporel de la perturbation de 0,3 secondes. Voilà, etc. Donc là, vous êtes à x2 égale 0,4. Et puis les deux dernières. Monsieur? Oui, je vous écoute. Une propagation traduit forcément un retard? Oui, oui, une onde progressive, oui, ça signifie que onde progressive, ça veut dire que la perturbation alors si on a une onde progressive qui se propage dans le sens des x positifs, on va retrouver la perturbation qu'on a émise à l'origine, mais avec un retard qui est lié à la perturbation. Qui est lié à la propagation, un retard qui est lié à la propagation. Donc si j'ai émis une perturbation à l'abscisse x égale 0, lorsque je me place à une abscisse x quelconque, je vais retrouver cette perturbation avec un retard taux égal à x sur d, si la perturbation se propage dans le sens des x positifs. Sinon, je la retrouve avec une avance. Vous voyez, si elle se propage dans le sens des x négatifs, je vais récupérer la perturbation à l'abscisse x avec une avance qui vaut x sur c, puisqu'elle vient des x grands et puis elle va vers les x plus petits. D'accord? Donc là, on est sur une perturbation qui se propage sur une corde, ça part de l'origine, ça va dans le sens des x positifs. D'accord? Donc on retrouve la perturbation qu'on avait à l'origine à l'abscisse x1 égale 0,2 mètres avec un retard de 0,1 seconde, à l'abscisse x2 égale 0,4 avec un retard de 0,3, etc. D'accord? Donc là, je fais que tracer. Voilà. Voilà, toujours un étalement de 0,3. Donc là, je suis à x3 égale 0,6 mètres. Et ensuite, pour terminer, voilà, et un étalement de 0,3 toujours. Donc ça donne ça. Voilà, donc à l'abscisse. x4 égale 0,8 mètres. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que si vous observez
le point d'abscisse x égale 0, vous allez voir que ce point va se lever. Hein. Voilà, vous allez voir un mouvement vertical si vous regardez ça à l'œil. Donc l'abscisse x égale 0 va se lever jusqu'à décoller de 2 cm, puis va revenir à l'horizontale, et ça en 0,3 secondes. Ensuite, si on observe, si on regarde, on se fixe sur le point x1 d'abscisse 20 cm, 0,2 m, et on va voir exactement la même chose, sauf que le phénomène va commencer à t égale 0,1 seconde, et il va se terminer à t égale 0,4 secondes. Et donc on observe la même perturbation avec un retard égal à x sur c. Donc il dépend de l'abscisse à laquelle on fait l'observation. Donc ce qu'on voit si on se fixe sur la corde, c'est juste un point qui monte et qui descend. Vous voyez, voilà, c'est ça. Et donc nous, cette perturbation, on l'a exprimée en fonction du temps. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, on va pas, c'est pas ça qu'on va voir si jamais on observe la corde. On voit juste un point monter et puis redescendre. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est, alors si je reviens, vous voyez à la question, de représenter sur le même système d'axe, alors l'aspect de la corde aux dates TI. Alors d'abord, on va faire T1 égale 0,1 seconde. Ensuite, T2 égale 0,2 secondes, T3 égale 0,3 et puis T4 égale 0,4 secondes. C'est-à-dire que là, l'aspect de la corde que vous allez représenter sur le même système d'axe, c'est vraiment ce que vous allez voir. Si vous observez la corde, vous allez voir une fonction, finalement, enfin une ordonnée fonction de x. Voilà. Et ce qu'on va tracer, finalement, c'est des photographies à l'instant, donc T1 égale 0,1 seconde, une photo de la corde à T2 égale 0,2, une autre à T3 égale 0,3, une autre à T4 égale 0,4. Donc ce que je vais représenter à la question 3, vous allez réellement le voir. Vous voyez, c'est quelque chose qui est instantané, c'est pour ça qu'on le fixerait avec une photo, hein, mais c'est véritablement l'aspect de la corde. Alors que ce qu'on vient de faire là, vous voyez, c'est y fonction de t, donc ce n'est pas l'aspect de la corde, à une abscisse donnée. Une abscisse donnée, si j'observe une abscisse donnée, je vais voir le point monter puis redescendre. Donc on va essayer de faire la question 3, et là c'est plutôt intéressant. Alors, et donc ça c'est vraiment l'exotypique de terminal, c'est-à-dire quand vous faites des ondes, on vous fait représenter la perturbation fonction de t à différentes abscisses, et on vous fait faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous fait représenter l'aspect du milieu à différents instants, donc des photographies du milieu perturbé à différents instants. Là, on va voir que ce n'est pas la même forme de représentation graphique qu'on va retrouver. C'est ça qui est voilà, intéressant ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé à T1? Qu'est-ce qui se passe à T1 égale 0,1 seconde? Alors, si on prend l'extrémité de la corde, le point S, donc l'extrémité S d'abscisse x égale 0 de la corde, elle se sera propagée d'un delta x de c fois T1. Ce sera propagé de delta x égale à CT1. Donc si je fais CT1, C vaut 2 mètres, T1 0,1 de 20 cm. C'est-à-dire que alors il faudrait mieux mettre la perturbation à l'extrémité de la corde, hein, ce serait plus voilà. Là.
Attendez, je vais effacer ce que j'ai mis. Donc la perturbation à l'extrémité S de la corde se sera propagée de delta x1 égale 0,2 mètres. Donc si on essaie de représenter ça, alors après je vous résumerai ça sur le même système d'axe si vous voulez. On va se retrouver, vous voyez, si on fait une photographie de la corde, donc AT1 égale 0,1 seconde, on se retrouve avec ça. Donc là, je vous mets un petit système d'axe. Voilà, donc je photographie ma corde, Y, fonction de X en mètres. Et là, je fais ma photo à T1 égale 0,1 seconde. Alors, donc la perturbation qui avait à l'origine ici, on la retrouve, on la retrouve 0,2 mètres plus loin. Donc ce point-là, je le retrouve ici, à 0,2. Et ensuite, ce qu'on voit, ben, c'est la perturbation à T1 égale 0,1 seconde. Et à T1 égale 0,1 seconde, ben, on l'a sous les yeux. Vous voyez que donc si on se place à T1 égale 0,1 seconde, on voit que l'extrémité de la corde est montée de 2 cm. Vous voyez, on va voir ça. Voilà. Voilà tracé ici en noir l'aspect de la corde lorsqu'on fait une photographie à l'instant t égale 0,1 seconde. Vous voyez, le point S, il n'est pas revenu, il n'est pas encore revenu à l'horizontale, puisque là, la photographie, je la fais à t égale 0,1 seconde. J'ai simplement la perturbation que j'avais en S qui s'est propagée de 0,2 mètres, et j'ai l'ordonnée du point S qui est passé à 2 cm. Je le vois ici. Vous voyez, c'est ce point-là. C'est simplement ce qu'on a à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite à l'abscisse si on se place. Alors, si on fait une photographie, je vais peut-être prolonger ça, ce sera plus simple. Changer de couleur aussi, c'est peut-être plus intéressant de le voir sur le même graphique. Donc là, j'ai l'abscisse. Alors, c'est fonction de x. Fonction de x. Et là, en noir, j'ai fait ma photo, ça correspond à la photo en T1 égale 0,1 seconde. On va placer 0, 4, 6, 1 mètre, donc x en mètre ici. Alors, maintenant, si je fais ma photo à T2, égale 0,2 secondes, à T2 égale 0,2 secondes, donc la perturbation à l'extrémité S, elle se sera propagée. Donc la perturbation émise à l'extrémité S, sur S, qui a l'abscisse x égale 0, elle va s'être propagée
je vais donner delta x2 cette fois-ci, égale à CT2, donc 2 fois 0,2, elle sera propagée de 0,4 mètres. Du coup, ce qu'on avait émis, alors je vais faire ça d'une autre couleur. Je vais mettre ça. Voilà, donc la perturbation que j'ai ici, ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire la perturbation qui vient juste de démarrer à l'abscisse x égale 0, ben, je la retrouve 0,4 mètres plus loin. Voilà, ensuite, donc la perturbation, vous voyez ce point-là, si vous voulez, ici, je vais, alors il va s'être propagé, donc le point haut, si vous voulez, de la corde, en 0,1 seconde, il va s'être donc il va s'être propagé au bout de 0,2 secondes d'un delta x égal à 0,1, puisque entre le point haut et puis 0,02 secondes, vous avez donc un delta de temps de 0,1 seconde. Il va s'être propagé donc de 0,1 fois 2, donc de 0,2 mètres. Donc ce point-là, je vais le retrouver ici. Et je le retrouve ici, le y égale 2 cm. Je le retrouve ici. Je le retrouve là. Et ensuite, donc si je reprends ma première figure, à 0,2 secondes, vous voyez, donc à 0,2 secondes ici. Voilà. Vous voyez ce point-là, à t égale 0,2 secondes, on va commencer à le voir apparaître, puisqu'on fait la photographie à 0,2 secondes. C'est-à-dire que donc ce point que j'ai en t égale 0,2, je commence à le voir apparaître sur l'origine. Donc je l'ai ici. Vous voyez que le motif, voilà mon motif. Vous voyez, enfin, la photographie que je vais faire, si je fais une photo à t égale 0,2 secondes. Donc là, je suis à t2 égale 0,2 secondes, et puis là, j'étais à t1 en noir, à t1 égale 0,1 seconde. Ouais, vous voyez donc la perturbation de l'origine en 0, elle s'est propagée de 0,4 mètres, donc je la retrouve à l'abscisse x égale 0. Le point le plus haut de la corde, l'extrémité de la corde était à 2 cm à l'instant 0,1 seconde. Il va s'être propagé, cette perturbation-là, elle va s'être propagée de delta t égale 0,2 moins 0,1, donc de 0,1 seconde. On va le retrouver donc à l'abscisse x égale 0,2. Et ensuite, le point qui est un peu intermédiaire, vous voyez, lorsque la corde est en train de redescendre, donc à l'abscisse x égale 0, c'est la perturbation que j'ai à l'instant t égale 0,2. Donc la perturbation ici, c'est 1 cm, elle est en train de redescendre. Et ce point-là, donc je le retrouve
c'est le point que je retrouve au départ, puisque vous voyez, c'est l'aspect de la corde à l'abscisse x égale 0, à l'instant t égale 0,2. Donc je le retrouve au départ. Alors ensuite, je continue. Je regarde ce qui se passe ensuite à t3 égale 0,3 secondes. Donc la perturbation, alors émise sur S d'abscisse x égale 0, elle va s'être propagée de delta x3 égale c fois t3 égale 0,6 mètres. Donc la perturbation émise à l'abscisse x égale 0 à l'instant t égale 0, on va la retrouver à 0,6 mètres. Je vais la retrouver ici à 0,6. Ensuite, le point le plus haut de la corde, le point, la perturbation qui permet à la corde de monter à 2 cm. Lorsque x est égal à 0, elle va arriver donc à l'instant t égale 0,1 seconde. Donc là, dans notre cas, ce point le plus haut, il va s'être propagé pendant un temps delta t égale à 0,3 moins 0,1, donc pendant 0,2 secondes. Donc pendant 0,2 secondes, ce point-là, il se déplace d'une distance égale à 0,4 mètres. Donc on le retrouve, vous voyez ici. Attendez, je vais vous tracer ça en pointillé. Mais monsieur, oui, je vous écoute. elle n'est pas à l'envers là, elle ne se propage pas dans le sens de propagation. Alors, oui, on va les retrouver à l'envers, si vous voulez. On va retrouver le motif à l'envers. Alors, regardez, je termine, je termine de tracer. Vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, vous voyez, moi, ce que je regarde, c'est ce point-là, ici. Ce point-là, en x égale 0, c'est un point qu'on retrouve à l'instant t égale 0,1 seconde. Donc, à t égale 0,3 secondes, il se sera propagé pendant 0,2 secondes. Donc, il aura parcouru une distance égale à 0,4. Donc, vous voyez ce point, je le retrouve ici, si je fais une photographie. Vous voyez, je le retrouve là, à la verticale. Hop, je le retrouve ici. Voilà. Et ensuite, à t égale 0,3 secondes pour l'abscisse x égale 0, j'ai mon extrémité de la corde qui revient à 0. Et donc, nous, comme on fait une photo à 0,3 secondes, vous voyez ce point-là, on va le retrouver du coup en x égale 0. Vous voyez, je le retrouve ici. Donc, voilà, je trace mon motif ensuite. Voilà, et donc là, c'est la photographie de la corde à T3 égale 0,3 secondes. Vous voyez, ça retourne le motif. Alors, vous voyez, regardez, pour les premières courbes, c'est une élongation temporelle qu'on a. Donc, on s'est placé à un point d'abscisse bien fixé. On a regardé comment le Y à cette abscisse-là monte puis redescend en fonction du temps. Et là, en fait, c'est l'ébranlement sur la corde. On fait des photos et c'est vraiment ce qu'on voit à l'œil nu. Vous voyez, si vous faites une photo à t égale 0,1 seconde, vous voyez, d'après la courbe temporelle, vous voyez la courbe du haut, on voit que le point du coup d'abscisse x égale 0, il est au maximum. Ça, il suffit que j'aille voir sur le motif temporel. Je vois bien que GY est égal à 2 lorsque t vaut 0,1 seconde pour l'abscisse x égale 0. Et ensuite, j'ai la perturbation de l'origine qui va s'être déplacée, qui se sera propagée. Donc, il va s'être propagé de c fois t1, donc de 0,2 mètres. Donc, vous voyez, ce point, je vais le retrouver là. Voilà. Et ensuite, à T2, la perturbation à l'origine se propage de 0,4, à T3 de 0,6.
Voilà, et doucement, on voit apparaître comme ça la perturbation totale. Vous voyez qu'on a le motif total. Il faut attendre 0,3 secondes. Il faut attendre que toute la perturbation, qu'on ait pu voir l'effet de toute la perturbation. Et vous voyez, comme la perturbation dure 0,3, qu'elle commence à t égale 0, il faut faire une photo à 0,3 secondes si on veut voir la perturbation entière sur la corde. D'accord? Et puis après, etc. C'est-à-dire que si jamais je regarde l'aspect, je prends une photo de la corde à t égale 0,4, donc je vais la perturbation à l'origine, je vais la retrouver ici. La perturbation que j'ai alors, la fin de la perturbation, je vais la retrouver là. Le maximum, je vais l'avoir en t égale à 0,6, c'est-à-dire le maximum, je l'aurai ici. Et ensuite, le point intermédiaire, lorsque la corde est en train de redescendre, je vais l'avoir en 0,4. Mais du coup, comment on sait à quel moment on a... Enfin, c'est vrai qu'il y a 200 km. Attendez, là, attends. Voilà. J'ai pas très... Attendez, si vous pouvez essayer de répéter la question, parce que il y avait... Voilà, le son était pas mal coupé. Du coup, je Essayez de me répéter. disais, comment on sait à quel moment la corde elle est à son maximum en hauteur? Alors, vous voyez que la perturbation, elle va se propager. Elle se propage avec une célérité de 2 mètres par seconde. Alors, ce que vous avez ici, ce que j'ai tracé là, vous voyez, c'est donc la perturbation sur un point particulier. Donc en noir, c'est à l'abscisse x égale 0 en fonction du temps. Donc ce point-là, je regarde la perturbation à ce moment-là, la distance qu'elle aura parcourue au bout de, alors pour le motif en rouge par exemple ici, au bout de 0,2 secondes. Comme ça, vous voyez cette perturbation-là sur l'abscisse x égale 0, elle apparaît à l'abscisse t égale 0,1 seconde. Moi, si je photographie ma corde à t égale 0,2, ce point-là, ce point O, il va se propager pendant le temps delta t de 0,2 moins 0,1 seconde. Donc vous voyez son temps de propagation quand je vais faire ma photographie par rapport voilà, au motif que j'ai là-haut, c'est 0,1 seconde. Donc il va se propager de 0,2 mètres. Donc vous voyez, je le retrouve ce point-là que j'avais à l'abscisse x égale 0. Si je fais une photo, si je laisse la perturbation se propager pendant 0,2 secondes, vous voyez que ce point-là, je vais le retrouver, ce point O, je le retrouve donc à l'abscisse x égale 0,2 mètres, puisqu'il a eu le temps, comme on a fait la photo à t égale 0,2 secondes, son temps de propagation, c'est delta t égale 0,2 moins 0,1, donc 0,1 seconde. Et delta t fois c, donc 0,1 fois 2, ça vous donne 0,2 mètres. Vous voyez, ça fait le motif inverse. C'est pas simple à comprendre, hein, il faut s'y pencher dessus. C'est pour ça que je vous avais dit de le préparer un peu. Alors, attendez, je vais vous tracer le prochain. Alors, je termine celui-ci. Voilà, voilà, ça c'est la déformation de la corde. En orange, c'est la déformation de la corde lorsqu'on fait une photographie donc à T4 égale 0,4 secondes. Voilà, on aurait pu continuer ensuite à 0,5, etc. Mais ça ne vous est pas demandé. Voilà, donc là, c'est des photographies donc à 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4 secondes. Donc, voilà, alors, si vous voulez, j'essaie de reprendre un petit peu tout ça, parce que oui, c'est pas forcément clair pour tout le monde.
Voilà, donc les courbes du haut, c'est Y, fonction de t, à différentes abscisses. Donc là, vous voyez, le x égale 0, c'est l'extrémité S de la corde. Voilà, ensuite, vous avez l'abscisse x1 égale 0,2, l'abscisse x2 égale 0,4, et toujours tracée en fonction de t. Donc, on retrouve, si vous voulez, cet ébranlement de la corde qu'on a créé à l'origine S. On le retrouve avec un retard qui est dû à la propagation de taux i égale, si vous voulez, xi divisé par c. Donc, vous voyez, au bout de 0,2 mètres, j'ai un retard de la propagation qui est égal à 0,1 seconde. Au bout de 0,4 mètres, l'abscisse 0,4 mètres, je vais retrouver le motif, mais avec un retard de 0,2, etc. Voilà. Alors, on vous demande ensuite de tracer l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous demande de tracer l'aspect de la corde. Vous voyez qu'en ordonnée, ça reste Y. En abscisse, ça devient X. Et on fait des photographies, vous voyez, de la corde. D'abord, à l'instant T1 égale 0,1 seconde, puis à T2 égale 0,2, puis à T4 égale 0,4 secondes. Si on avait fait une photographie, vous voyez, d'abord à T égale 0 seconde, à l'instant T où on démarre la perturbation, donc à 0 seconde, on n'aurait rien vu. On a toujours, puisqu'on a ce point-là, on a toujours la corde qui n'est pas du tout perturbée. Ensuite, donc on fait d'abord la photographie à t égale 0,1 seconde. Et vous voyez, regardez, si je regarde l'origine, c'est la courbe en noir. À t égale 0,1 seconde, l'origine, elle est montée à 2 cm. Vous voyez, c'est ce que je vais représenter ici. Vous voyez, le x égale 0, il est à 2 cm à t1 égale 0,1 seconde. Et ensuite, j'essaie de voir où est-ce que j'ai ce point-là. Vous voyez, où est-ce que la perturbation à l'extrémité de la corde, où est-ce qu'elle est passée? Alors, cette perturbation-là, vous voyez, ce point-là, au bout de 0,1 seconde, il va s'être propagé de c fois 0,1. Donc, ce point-là, je vais le retrouver à c fois 0,1, donc à 0,2 mètres. Vous voyez, et donc, je viens le dessiner ici. D'accord? Voilà. Alors, après, pour la courbe que j'ai tracée en rouge juste après, donc c'est à T2 égale 0,2 secondes. Alors, à T2 égale 0,2 secondes, vous voyez, je reprends ce motif-là, mon motif en noir, qui est l'origine, à T2 égale 0,2 secondes. Vous voyez que j'ai là, j'ai ce point-là, et j'ai une ordonnée à Y égale 1 cm. Vous voyez? Donc, à T égale 0,2 secondes, je commence, je mets une ordonnée ici à Y égale 1 cm. Ensuite, je regarde le point haut de la corde. Vous voyez, alors le point haut de la corde, je prends la courbe en noir. Et je regarde combien il va s'être propagé à l'instant T2 égale 0,2 secondes. Alors, il a le temps de se propager pendant la durée delta T égale 0,2 moins 0,1, puisque ce point-là, je l'ai à partir de T égale 0,1 seconde. Donc, à 0,2 secondes, il se sera propagé de delta T égale 0,1 seconde. Donc, on va le retrouver à l'abscisse X égale C fois delta T. Donc, C vaut 2 et delta T vaut 0,1. Donc, on va le retrouver à l'abscisse X égale 0,2 secondes. Donc, vous voyez, je le retrouve ici. Voilà. Et ensuite, pour terminer, ce point-là, je ne peux pas encore le représenter. Pourquoi? Parce que cette perturbation-là en t égale 0,3 secondes, elle n'est pas encore arrivée à l'instant t2 égale 0,2 secondes. D'accord? Est-ce que mes explications sont à peu près claires? C'est pas forcément évident à expliquer. Est-ce que vous avez à peu près compris? Si vous avez des questions, c'est le moment. Personnellement, j'ai à peu près compris. Ouais, voilà, c'est pas forcément évident. Il faut s'entraîner. Alors, vous avez ce genre de petits exos.
vous les retrouvez. Vous tapez, voyez, voilà l'aspect d'une onde en fonction de t ou en fonction de x à des instants particuliers, ou photographie de l'onde à des instants discrets. Et vous allez trouver un tas d'exos sur Internet. Vous voyez, en fait, ça vous symétrise. C'est-à-dire qu'en temporel, vous voyez ce que vous avez. Ce que vous avez en temporel à la fin de la représentation temporelle à une abscisse donnée, ben, vous allez le retrouver au début de la représentation de y fonction de x. Vous voyez, ce point-là, je vais le retrouver au début, alors que celui-ci, si je représente en fonction de x, comme c'est vous voyez, c'est ce qui est arrivé en premier, ben, c'est ce que je vais retrouver en dernier sur la représentation en fonction de x. Vous voyez, ça va vous faire une espèce de symétrie du motif par rapport à l'axe Y. Ça retourne le motif par rapport à l'axe vertical. Une symétrie voilà, par rapport à cet axe-là. Voilà, donc il faut s'entraîner un petit peu, le refaire un petit peu. Bon, c'est pas... Il faut réfléchir un peu. En fait, c'est pas très compliqué, il faut s'y pencher un petit peu. Alors, pour terminer, on vous demandait donc... alors, attendez, je vais reprendre le texte. Quelle est l'extension spatiale du signal et quelle est son extension temporelle? Alors là, il suffit de regarder. Vous voyez, l'extension spatiale, c'est-à-dire la déformation sur quelle longueur se déforme la corde. Ben, vous voyez, 0, on prend le motif en vert sur la deuxième courbe. L'extension spatiale est de 0,6 mètres. Et l'extension temporelle, le delta t, ça vous prenez la représentation y fonction de t, vous voyez que la perturbation elle dure 0,3 secondes. 0,3 secondes, la relation entre les deux, voilà, L égale c fois delta t, c'est la célérité de l'onde sur la corde. Voilà, alors l'exercice suivant, donc ça c'est plutôt relativement simple, on donne un coup, vous avez un tuyau en acier de masse volumique ρ égale 7 tourne 8 par mètre cube, de module Young E égale 2, 10, 11 Nm carré. Alors le module Young, ça intervient dans la célérité d'un son dans un milieu qui est solide. Donc un observateur placé à l'extrémité, à l'autre extrémité, si vous voulez, du tuyau en acier, entend deux signaux sonores séparés par une durée delta t. C'est-à-dire qu'il va entendre le bruit qui se propage dans le matériau solide, qui se propage plutôt assez vite, et ensuite il va entendre le son lorsqu'il se propage dans l'air. Donc vous voyez, vous avez un delta t entre les deux. Alors, on peut montrer que la célérité du son dans un milieu matériel, donc ça vous n'avez pas le connaître par cœur, je l'ai indiqué, on l'a indiqué dans le cours, la célérité du son dans ce milieu vaut E divisé par racine de E divisé par ρ. E c'est le module Young et ρ c'est la densité volumique du milieu. Donc si on fait l'application numérique, voilà, on prend une unité ici, racine de donc 2, 10, 11 et divisé par 7, 8, 10, 3 et on trouve 5,06 10, 3 mètres par seconde, c'est-à-dire 5060 mètres par seconde. Vous voyez que c'est une célérité qui est beaucoup plus grande que la célérité du son dans l'air.
Alors, donc les deux instants, il y a un premier instant qui correspond en fait au son qui arrive à l'observateur qui se trouve à l'extrémité de la barre. Donc, c'est le temps de propagation de l'onde sonore dans ce milieu. Donc, ce T1 vaut du coup, il va valoir donc la longueur L du matériau divisé par C1. Donc ça, c'est la propagation du son. C'est le son dans l'acier. Et ensuite, vous avez, qui varie un peu plus tard, vous avez le son qui se propage dans l'air. Donc il va arriver à l'instant T2 égal à L divisé par C2. Donc propagation du son dans l'air. Avec donc un C2 égal à 330 ou 340, où on vous dit de prendre 330 mètres par seconde. Voilà, et on vous demande de calculer cette longueur. Alors on vous dit que le delta T, donc le T1 moins T2, est égal à 0,17. Donc delta T égale T2 moins T1. Égale L, du coup, facteur de 1 sur C2 moins 1 sur C1. Ouais, donc L pour delta T divisé par 1 sur C2 moins 1 sur C1. Alors delta T vaut 0,17 divisé par 1 sur 330 moins 1 sur 5060. Et vous trouvez 60 mètres. D'accord? Donc Monsieur, le tube en acier mesure 60 mètres. moi, Oui, je vous écoute. la formule avec le module Young et le rho, enfin avec la Non, ça, on n'a pas célérité. fait intervenir dans le démon, juste je vous ai donné ça à titre d'exemple en cours. Ça permet de calculer la célérité d'un son dans un milieu solide. Voilà, vous n'avez pas à connaître la formule, hein, c'est juste donné à titre d'exemple dans le cours. D'accord, donc là pour l'Exo 3 c'était utile, mais sinon si jamais on doit l'utiliser, vous nous la Ça vous donneriez. serait donné. Ok, Je merci. vous laisse noter. Monsieur, pourquoi vous utilisez le temps T1, enfin vous prenez en compte l'acier pour la mesure de la longueur? Alors, parce que, vous voyez, le son dans l'acier va se propager beaucoup plus vite que le son dans l'air. Donc, s'il y a un observateur qui se trouve au bout de la barre, donc s'il y a à l'origine de la barre, vous avez un expérimentateur qui tape sur la barre, ça va créer un son. Ce son va se propager donc, sur toute la longueur de la barre et donc il va arriver à l'oreille de l'observateur, du deuxième manipulateur, donc avec un retard qui est le retard de la propagation. Donc il vaut la longueur de la barre en acier divisée par la célérité du son dans la barre. Donc T1 égale L sur C1. Et ensuite, un peu plus tard, l'observateur placé à l'extrémité de la barre, il va entendre le son qui provient de la propagation du coup sur la barre en acier, mais dans l'air. Donc ça va arriver beaucoup plus tard, à l'instant T2, égale donc la longueur de la propagation, hein, le chemin de la propagation, toujours L, et divisé par C2, C2 la célérité du son dans l'air. D'accord? Et donc le delta T entre les deux instants, c'est qui vous est donné de 0,17, c'est la différence entre T2 et T1, puisqu'il entend un premier coup, puis un deuxième coup. Le premier coup vient de la propagation du son dans la barre d'acier, le deuxième vient de la propagation du son dans l'air. D'accord? Ouais, c'est bon, j'avais pas pensé à la différence en fait, mais là c'est bon. D'accord, voilà, on trouve après, lorsqu'on fait une application numérique,
62 mètres. Voilà, je vous laisse noter. Voilà, on va passer au TD2. Alors, des petits exos très simples. D'abord, on vous dit exercice 1. Voilà, la caténaire là, d'un train électrique. Voilà, c'est le fil qui sert à alimenter les motrices. Et donc, elle permet de capter la tension d'alimentation avec un pantographe qui est solidaire de la motrice et qui glisse sur la caténaire. Il existe, alors si on fait un peu de ferroviaire, je suppose, c'est pour ça que ça a été mis dans votre télé, il existe un mur de la caténaire au-delà duquel la caténaire rompt. Ce mur est atteint lorsque la vitesse du train dépasse la vitesse de propagation des ondes transversales dans la caténaire. Vous voyez, donc il va y avoir des petites, au cours si vous voulez, pendant le trajet, si vous voulez, du train, le frottement va un petit peu créer une perturbation sur la caténaire, comme c'est un fil qui est tendu. Cette perturbation va se propager à une célérité qui dépend de la célérité de l'onde sur la caténaire. Et on vous dit que il se peut que la caténaire se rompe lorsque le train dépasse la vitesse de propagation des ondes dans la caténaire. Je suppose qu'il doit faire il doit y avoir un petit, à mon avis, physiquement pour l'expliquer, un petit phénomène de résonance qui doit se créer lorsque la vitesse du train est proche de la vitesse de propagation des ondes sur la caténaire. Donc, vous voyez, vous devez avoir les perturbations qui doivent s'ajouter pour simplifier, et donc ça risque de détruire la caténaire. Voilà, donc, les caténaires des TGV ont une masse linéique, donc c'est le fil électrique, de 1,25 kg par mètre. Elles sont tendues en fonctionnement normal avec une tension, vous voyez, de 20 000 newtons, de 2 tonnes, si vous voulez. Quelle est la vitesse maximale que peut atteindre le TGV avant rupture de la caténaire? Alors, nous, ce qu'on verra, on le verra dans un exo, je crois que c'est dans un exo de ce TD, je crois que c'est l'exercice, oui, c'est l'exercice numéro 4. On verra la propagation d'une onde sur une corde tendue, et on verra que cette propagation-là, enfin, la célérité vaut racine de T sur nu. T, c'est la tension, et nu, donc la masse linéique. On le montrera. Voilà, dans l'exo, dans l'exercice 4 du TD2, c'est la propagation, donc c'est retrouver l'équation de Lambert, et donc on retrouve la célérité. Voilà, alors, donc c'est extrêmement simple. Alors, si vous faites ça, il faut juste que je retrouve l'application numérique. Donc, si je fais le calcul, hein, c'est juste voilà, un petit exercice par rapport au contenu de votre formation, si vous faites un peu ferro. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Voilà, alors c'est donc la célérité d'une onde, d'une perturbation
sur une corde. Alors, il faut que la corde soit inextensible, qui est tendue à la tension T avec une masse linéique mu, vaut racine de T sur nu. On va le montrer, hein, ça on le montrera dans l'exercice 4. Alors ici, donc la tension est de 20 000 newtons et la masse linéique de 1,25 ici, donne 126,5 mètres par seconde. Donc au-delà, si le TGV roule au-delà, avec cette tension-là, on a des risques. On a un risque de rompre la caténaire. Donc ça vous donne un Vmax, si vous voulez le mettre en km/h, un Vmax, ça va pas dépasser 226,5 fois 3,6, 455 km/h. Voilà. Et ensuite, on vous dit que le record de TGV, de vitesse en TGV, a été établi en avril 2007. Un TGV a atteint la vitesse de 574,8. Je ne sais pas s'il a été battu depuis. A priori, non. Je pense qu'on en aurait entendu parler. Donc, V égale 574,8 km/h. Voilà, je mets ça en mètres par seconde. Donc 159, voilà, 67 mètres par seconde. Et avec ça, on cherche la nouvelle tension. Voilà, il faut bien sûr tendre plus la caténaire. Voilà, donc on aura une célérité, vous voyez, C' qui ne doit pas dépasser, qui doit rester, qui doit être au minimum égal, hein, le C' min égal à V égal à 159,67 mètres par seconde. Et donc vous déduisez la tension. Donc T' égale C carré multiplié par mu, enfin C' carré, si vous voulez. C' carré multiplié par nu, donc V fois nu, 159 V carré, 159,67 au carré, multiplié par 25. Et vous trouvez la nouvelle tension, T' égale à 31 867 newtons. Voilà, je fais un petit clin d'œil un peu pour ceux d'entre vous qui font ferro. Je ne sais pas si dans ce groupe il y en a beaucoup. Voilà, donc il faut un petit peu, il a fallu un peu tendre plus les fils conducteurs. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit que vous avez deux types d'ondes, deux modèles d'ondes. Le modèle de l'onde plane, où les surfaces d'onde sont perpendiculaires à la direction de propagation et la direction de propagation est vraiment une direction donnée, généralement qu'on confond avec l'axe X. Donc l'onde plane de la forme, vous voyez, si l'axe de propagation c'est l'axe X, alors l'onde plane, bien sûr, progressive et sinusoïdale. On a un YX de t qui va valoir A cos
oméga t moins KR, moins KX, hein, puisque voilà, on choisit comme direction la direction X. KX moins oméga t, plus éventuellement une phase à l'origine, mais pour rester un peu avec ce qui vous est donné dans le cours, dans le TD, on aurait à peu près ça. Donc avec une direction de propagation, vous voyez le K avec K égale K multiplié par X, puisqu'on a une direction de propagation privilégiée. On dit que les surfaces d'onde, donc c'est-à-dire les surfaces qui vibrent de la même façon à un instant donné, où la fonction d'onde est la même à un instant donné, ce sont des plans perpendiculaires à la direction de propagation. Donc les surfaces d'onde, ça va être des plans, vous voyez, dont la position va être donnée simplement par l'abscisse, des plans perpendiculaires à la direction de propagation. Et l'autre modèle d'onde, c'est le modèle d'onde sphérique. L'onde de Planck, vous voyez, on l'a déjà utilisé, par exemple sur l'onde de Planck progressive, hein, sinusoïdale, monochromatique. On l'a déjà utilisé sur la corde. Hein, sur la corde, on a une onde qui se propage dans la direction où on a tendu la corde. Souvent, c'est l'axe horizontal. Et vous allez voir que l'onde de Planck, elle sert beaucoup en électromagnétisme aussi. Lorsqu'on fait des ondes électromagnétiques, très souvent, on se sert du modèle de l'onde de Planck. Et l'onde sphérique, je vous avais dit, plutôt lorsque vous avez une source qui émet un son de manière à peu près isotrope. Alors lorsqu'on parle, ce n'est pas tout à fait le cas, bien sûr, on nous entend derrière, mais la bouche fait office de fenêtre de diffraction, c'est-à-dire que vous voyez, le son sort par un orifice assez petit finalement devant les longueurs d'onde qui sont émises. Et du coup, l'onde, au lieu d'aller tout droit, elle va aussi un peu sur les côtés. Donc on peut l'assimiler un petit peu à une onde sphérique. Et par contre, si vous avez vraiment un émetteur qui n'a pas de délimitation, comme c'est le cas lorsque vous avez quelqu'un qui parle, hein, où le son sort par un orifice assez petit, là on peut vraiment dire qu'on a une onde qui est sphérique. Alors l'onde sphérique, en fait, la puissance, elle se répartit autour de sphères qui sont centrées sur la source. Voilà, au fur et à mesure de la propagation du son, ces sphères, qui sont les surfaces d'onde centrées sur la source, donc ça veut dire que, vous voyez, si je me place à un instant T, tous les points sur une surface sphérique de rayon R, donc centrée sur la source, constituent des plans de phase, des plans où l'onde a le même état vibratoire à un instant T donné. Les surfaces d'onde, ce sont des sphères donc centrées sur la source. Et dans ce cas-là, on se place en coordonnées sphériques, et la fonction d'onde est de la forme y égale R, en fonction de R et de T. Donc T, c'est le rayon entre la source et le point considéré. A divisé par R. Alors vous voyez que l'amplitude, elle n'est pas fixe, puisque toute la puissance, on va la retrouver sur des sphères qui grossissent au fur et à mesure que l'onde se propage. Puisque l'intensité va diminuer, vous l'avez tous remarqué, vous avez une intensité qui va diminuer, vous avez comme la puissance se répartit sur 4 pi r au carré, la surface sur les surfaces d'onde, et du coup l'amplitude est en A sur R, hein, donc la puissance en A carré divisé par R carré. Ouais, donc vous voyez que l'intensité, plutôt l'intensité en A carré divisé par R carré, et le A carré c'est la puissance, d'accord. Donc l'intensité va en diminuant au fur et à mesure que l'on se propage. Donc cos KR moins oméga T. Alors là on a un coordonnée sphérique, on a K égale K fois ER, et on a le vecteur position OM. O, c'est la source, M, c'est le point considéré, qui vaut petit r multiplié par ER. Donc si je fais le produit scalaire, ça me donne du KR. K fois R. Alors, ici, je vais
alors, ce qu'on pourrait faire, il y aurait plusieurs manières de procéder. Alors, cet exo, la façon, donc c'est pas moi qui l'ai écrit, cet exercice-là. Mais je trouve que c'est peut-être plus intéressant. Alors, bon, pourquoi l'amplitude est en A sur R? Alors, bon, vous voyez qu'on a dit que toute la puissance se répartissait sur des sphères centrées sur l'origine et que l'intensité était décroissante. C'est-à-dire que plus on va s'éloigner de la source, plus l'intensité va diminuer. L'intensité, elle est proportionnelle à l'amplitude au carré. Donc vous voyez que l'intensité, si je veux qu'elle diminue à 1 sur R carré, pour que toute la puissance se répartisse sur la sphère, il faut que l'amplitude soit en A sur R. Et on voit bien que si on se place à un instant t donné, et ensuite sur un rayon donné, petit r, on voit que tous les points qui sont cette même distance R par rapport à la source ont le même état vibratoire puisqu'ils auront la même fonction, la même valeur de la fonction d'onde Y. D'accord ? On voit bien donc que les surfaces d'onde, les points dont l'état vibratoire reste le même, ce sont des sphères centrées autour de l'origine. Vous voyez, on peut le justifier comme ça. On peut aussi montrer, c'est intéressant aussi, c'est une autre question que j'avais introduite, montrer que cette fonction d'onde-là en coordonnées sphériques est solution de l'équation de D'Alembert. L'équation de D'Alembert, je vous rappelle, on avait vu, elle était du type, alors c'est un Laplacien de la fonction d'onde, donc si on n'a qu'une direction, c'est la dérivée seconde de la fonction d'onde par rapport à la variable d'espace. Donc si on veut généraliser, c'est un Laplacien, un delta Y, moins 1 sur C carré, multiplié par la dérivée de Y par rapport à dt2. D'accord ? Donc ça, c'est l'équation de D'Alembert, de propagation, équation de propagation de D'Alembert. On l'a déjà vu, on l'a déjà montré, on l'a déjà trouvé lorsqu'on a fait un son qui se propageait dans un milieu solide. On a vu ça la semaine dernière. Équation de D'Alembert, donc c'est célérité de l'onde. Et on va essayer de montrer que la fonction d'onde de l'onde sphérique est fonction de l'équation de D'Alembert, mais bien sûr l'équation de D'Alembert qu'il va falloir prendre en coordonnées sphériques. Donc avec un Laplacien delta Y, on est en sphérique. Donc un Laplacien sphérique, vous avez dû le voir, je pense, le Laplacien en coordonnées sphériques, comme vous avez fait pas mal de mécaflux. Alors, le Laplacien en coordonnées sphériques, il a une expression qui est un peu compliquée, parce que, bon, en coordonnées sphériques, les coordonnées donc, dépendent de R, de θ et de φ. Alors, ici, on a une fonction qui dépend simplement de R, elle ne dépend pas de θ et de φ, donc ça simplifie le Laplacien en coordonnées sphériques. Donc, dans ce cas-là, il vaut 1 sur R carré fois la dérivée par rapport à R de R au carré multiplié par la dérivée de Y par rapport à R. Donc ça, c'est l'expression du Laplacien en coordonnées sphériques dans le cas où la fonction Y ne dépend que de R. Vous voyez, c'est dans le cas où vous avez un Y qui est simplement un Y. Alors, il n'y a pas le θ et il n'y a pas le φ. Vous voyez, un Y qui dépend que de petit r. On a le Laplacien qui est un petit peu simplifié qui vaut ça. Alors, on peut montrer que la fonction d'onde sphérique vérifie l'équation de D'Alembert avec delta Y qui est le Laplacien en sphérique. Donc il suffit de dériver. Alors vous voyez, je vais commencer par dériver Y par rapport à R. Voilà, alors ça complique un peu puisque vous avez l'amplitude à 1 sur R. Donc si je dérive par rapport à R, ça me fait du moins A sur R carré cos KR moins oméga T. Et ensuite, je dérive le sinus, donc moins K multiplié par A divisé par R, sinus KR moins oméga T. Ensuite, je forme le R carré fois la dérivée de Y par rapport à R. Et ça me fait du moins A cos KR moins oméga T et moins K fois petit r fois sin KR moins oméga T.
Voilà. Et je redérive par rapport à R, puisque pour avoir le Laplacien, il faut faire 1 sur R carré fois la dérivée de cette entité-là par rapport à R. Donc je dérive. Voilà, et si je dérive, donc le premier terme plus A fois K sin KR moins oméga T. Ensuite, je dérive le deuxième terme par rapport à R, donc je me retrouve avec du moins K A sin KR moins oméga T. Et ensuite, voilà la dérivée, alors ensuite du moins K, je dérive par rapport à R de sinus, ça me fait du moins KR carré. Oui, je dérive par rapport à R de sinus, donc plutôt moins K au carré, fois A, fois R et fois sin. Cos KR moins oméga T. Et bien ça, donc ça part. Voilà, et du coup, vous avez le Laplacien de Y qui vaut ce qu'on a trouvé là, c'est-à-dire cette expression-là divisée par R, il faut faire 1 sur R2, 1 sur R2 multiplié par cette dérivée. Voilà, ça vous donne du moins K au carré fois A divisé par R fois cos KR moins oméga T. Voilà, donc pour le Laplacien, et maintenant la dérivée par rapport au temps à l'ordre 2 de la fonction y. Donc, vous formez, donc là j'ai mon Laplacien, et puis je fais également moins 1 sur c carré, donc on dérive, dérivée seconde, si vous voulez, de y par rapport au temps. Donc si je dérive 2 fois par rapport au temps y, vous voyez que j'ai le oméga qui va sortir, d'abord du moins oméga, puis du plus oméga. Donc d'abord du moins oméga sin. Non, d'abord du plus oméga sin, puisque la dérivée du cos c'est moins sinus, et ensuite à nouveau du moins oméga, puisqu'on dérive le sinus, donc ça vous fait, avec un moins devant, ça va vous faire du plus oméga carré, hein, donc ça va vous faire du plus 1 sur c carré, multiplié par A sur R l'amplitude, multiplié par oméga 2, puisqu'on dérive 2 fois, donc d'abord moins oméga, ensuite fois oméga, donc moins oméga carré avec le moins devant plus oméga carré, et on revient sur le cos KR moins oméga T. Comme voilà, on y est presque. Alors, on sait que K, le vecteur d'onde, vaut oméga sur C. Et donc, avec ça, en remplaçant oméga par C, vous voyez que le Laplacien, delta Y, je remplace oméga par C, j'ai K par oméga sur C au carré fois A sur R cos KR moins oméga T. Et ça vous donne du moins A oméga 2 sur C carré sur R
A fois cos KR moins oméga T. Et on voit bien que du coup l'équation de D'Alembert est vérifiée. On a bien donc delta Y, ça c'est bien égal à plus 1 sur C2 multiplié par la dérivée seconde de Y par rapport à T. Et donc du coup, on a bien delta Y moins 1 sur C2 d2Y sur dt2 égale à 0. C'est-à-dire qu'on vient de vérifier que la forme de l'équation d'onde d'une onde sphérique en coordonnées sphériques est bien solution de l'équation de D'Alembert. Donc là, la seule difficulté, c'est voilà, de prendre le Laplacien en coordonnées. Voilà, le Laplacien, c'est plus simplement une dérivée seconde de y par rapport à x, comme c'est le cas pour l'onde plane progressive. Mais c'est voilà, le Laplacien en coordonnées sphériques, bien sûr, avec une fonction qui est simplement une fonction de R. Elle n'est pas fonction de θ ni de phi, donc ça simplifie quand même pas mal le Laplacien. Ouais, donc cette fonction d'onde de l'onde sphérique est bien solution de l'équation de D'Alembert. Voilà, c'est une façon voilà, de montrer que ça vérifie aussi l'équation de D'Alembert, ce qui n'est pas désintéressant non plus. Voilà. D'accord, vous suivez toujours, je vous entends plus trop, parce que là, quand j'ai pas trop de questions, je me demande est-ce que Justement, j'ai une question. Oui, j'écoute. Nous, quand on a fait la démonstration, enfin, vous nous avez fait la démonstration, cette dérivée de phi par rapport à x carré, pourquoi c'est le Laplacien de y? Parce qu'on a en coordonnées, alors, vous voyez, de façon générale, vous voyez, nous, ce qu'on avait obtenu, c'était des fonctions, on avait des choses comme ça, moins 1 sur C2, l'équation d'Alembert, et dy sur dt2 égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a des ondes planes ici, nous on avait obtenu ça avec pour des ondes planes, avec comme direction de propagation de l'onde. C'est-à-dire que lorsque vous avez une onde plane, elle se propage dans une direction privilégiée, et ce qu'on fait, on fait coïncider généralement le vecteur K, le vecteur d'onde, avec l'axe X, c'est plus simple. Si on prend un vecteur K voilà, qui a 3 coordonnées en coordonnées cartésiennes, ensuite vous allez devoir faire le produit scalaire de K avec le vecteur position de coordonnées x, y, z, et vous allez avoir des coordonnées, enfin vous allez avoir un résultat qui va comporter le x, le y et le z. Donc du coup, autant prendre comme direction de K l'axe x, et puis ça va simplifier l'expression de l'onde plane. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Vous voyez qu'on prend, quand on a une onde plane, généralement on prend toujours le repère, un des vecteurs de la base de projection dans la direction de propagation de l'onde. Ça paraît, c'est pour simplifier, puisque vous allez devoir faire le produit scalaire de K par le vecteur position. Donc autant prendre avec comme direction de propagation l'axe X. Et donc vous voyez qu'une seule variable par rapport à la propagation dans l'espace, vous n'avez que la variable X. Et du coup, vous voyez, quand on établit une équation d'Alembert, on trouve la dérivée seconde de y par rapport à x. Vous voyez, c'est un cas particulier. Du Laplacien scalaire. Si on avait pris une onde quelconque, on aurait trouvé, vous voyez, si k a une direction quelconque, et si on a k avec des coordonnées suivantes kx, ky et kz, on aurait trouvé un Laplacien de y moins 1 sur C2 d2y sur dt2. Avec ici le Laplacien en coordonnées cartésiennes. Voilà. Et donc du coup, si on a une fonction d'onde, et si la fonction d'onde, c'est la fonction d'onde d'une onde sphérique, pour une onde sphérique, vous voyez qu'on se place dans le système des coordonnées sphériques. On a K
qui est égal à ER, et le vecteur position qui vaut le vecteur position OM qui est égal à R multiplié par petit r, avec voilà, petit r, le vecteur unitaire radial, hein, donc petit r, la coordonnée radiale. Voilà. Et donc, du coup, comme la fonction d'onde de l'onde sphérique est exprimée en fonction en coordonnées sphériques, on est obligé de passer par un Laplacien, cette fois-ci un Laplacien en coordonnées sphériques. Vous voyez, donc là, pour l'onde sphérique, j'ai le delta Y obligatoirement en coordonnées exprimé en coordonnées sphériques. Alors, il y a une expression que vous n'avez pas à connaître. Alors, ça fait un Laplacien un petit peu simplifié parce qu'il y a une dépendance suivant R, mais il n'y a pas de dépendance suivant θ et phi. Donc, ça simplifie le Laplacien scalaire. Est-ce que vous me suivez? Hein, monsieur, est-ce que je réponds à votre question? Oui, c'est bon, ça a répondu. Voilà, donc après, c'est simplement l'expression du Laplacien. Alors, il est simplifié parce que si vous prenez le Laplacien en coordonnées sphériques, s'il dépend de R, θ et phi, ça fait, voilà, il y a forcément aussi les dérivés par rapport à R, θ et phi, il est beaucoup plus complexe. Là, il est simplifié, c'est pour ça que je me suis permis de faire cette démonstration en plus, pour vous montrer que du coup, la fonction d'onde, elle vérifie bien de l'onde sphérique, elle vérifie bien l'équation de D'Alembert, mais l'équation de D'Alembert en coordonnées sphériques. Voilà, donc je continue. Mais du coup, j'ai pas très bien compris. C'est quoi l'expression du Laplacien en coordonnées sphériques? Je vous l'ai mis ici. Voilà, vous l'avez là. Voilà, vous l'avez ici. Alors, c'est l'expression du Laplacien en coordonnées sphériques à condition que votre fonction ne dépende que de R, ce qui est le cas de la fonction d'onde pour une onde sphérique. Elle dépend de R, elle ne dépend pas des coordonnées θ et phi. Sinon, sinon je n'aurais pas fait. Voilà, ça vous fait un Laplacien beaucoup plus complexe. Et là, ça demande du temps pour essayer de faire ce genre de calcul. Donc, on a pour l'onde sphérique, la fonction d'onde ne dépend que de R, c'est-à-dire de la position du point M par rapport à la source. Et c'est pour ça que pour l'onde plane, on avait juste la dérivée seconde selon x. Pour X, voilà. On est sur un Laplacien scalaire en coordonnées cartésiennes. Donc le Laplacien scalaire en coordonnées cartésiennes, c'est l'expression, c'est la dérivée seconde de Y par rapport à X, plus la dérivée seconde de Y par rapport à l'autre variable qui serait Y, ce qu'on appelle, bon là, voilà, si vous voulez, la dérivée de la fonction d'onde seconde par rapport à X, plus la dérivée de la fonction d'onde seconde aussi par rapport à Y, et plus la dérivée seconde de la fonction d'onde par rapport à Z. Mais comme nous, quand on a une fonction d'onde, d'une onde plane, on confond la direction de l'onde avec la direction X pour que ce soit plus simple. On peut faire avec la direction Y ou Z. Voilà, on a juste un Laplacien scalaire en coordonnées cartésiennes qui vaut la dérivée de Y par rapport à seconde de Y par rapport à X. D'accord? Ouais, super, merci. Monsieur, pour être sûr d'avoir bien compris l'équation de D'Alembert, une fonction d'onde qui vérifie l'équation de D'Alembert, c'est une onde progressive. Voilà, c'est une onde progressive. C'est ça, ok. Effectivement. On a montré pour les ondes planes, une onde qui était une fonction d'onde Y, qui était une fonction f de t moins x sur c, ou f de t de x de t plus x sur c, vérifier l'équation de D'Alembert. Alors on peut montrer également que la combinaison, parce que en fait, toutes les combinaisons linéaires de l'onde incidente et de l'onde plane qui se propagent dans le sens des x positifs ou des x négatifs vérifient l'équation de D'Alembert, puisque l'équation de D'Alembert, c'est une équation différentielle qui est linéaire. Et il y a une combinaison
de l'onde incidente et de l'onde réfléchie suivant X, qui donne une onde stationnaire et qui va vérifier aussi l'équation d'Alembert. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais si on combine sous certaines conditions, avec certaines conditions limites, si on combine l'onde incidente avec l'onde réfléchie, ça peut donner une onde stationnaire, c'est-à-dire une onde qui n'est pas progressive. Elle vérifie aussi l'équation d'Alembert. Mais toutes les ondes progressives vérifient l'équation d'Alembert. Et en plus, vous avez l'onde stationnaire qui est une combinaison linéaire un peu particulière avec des conditions aux limites particulières de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Ça vérifie aussi l'équation de d'Alembert du fait que c'est une équation différentielle qui est linéaire. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, une petite application numérique ensuite. On estime qu'à une distance, on est sur une onde sphérique, sur un modèle d'onde sphérique pour la question 2. On vous dit l'intensité d'une onde sismique. Alors, une onde sismique a un épicentre, et on considère ici qu'en première approximation, l'onde sismique peut se modéliser par une onde sphérique, donc de la forme A sur R, cos KR moins oméga T. Voilà, ceci dit, après une onde sismique, il y a beaucoup de non-linéarités qui ne sont pas du tout prises en compte avec le modèle de l'onde sphérique, qui est un modèle extrêmement simple. Voilà, c'est quand même assez compliqué, mais bon, en première approximation, lorsqu'on est assez loin de la source, on peut dire, voilà, modélisé par le phénomène par une onde sphérique. Voilà. Alors, l'intensité va en diminuant. L'intensité, en fait, à une distance R de la source, elle est de la forme K multipliée par l'amplitude de l'onde au carré. Vous voyez, elle est de la forme A K fois A sur R carré. Donc ça vous donnait un grand K finalement divisé par petit r carré. Donc vous voyez que donc l'intensité, c'est un aspect énergétique. L'amplitude, vous voyez, on est pour avoir une énergie, il faut prendre l'amplitude au carré. Rappelez-vous qu'une amplitude, ça peut être une tension, un courant, dans le cas de choses que vous connaissez bien, ou en mécanique, ce serait une élongation. Si on veut de la puissance, vous voyez, on a, ou de l'énergie, hein, on prend le carré de l'amplitude. Donc l'intensité va varier en K sur R carré. Alors, ce qui veut dire que avec le K qui va être fixe, il n'y a pas de phénomène d'atténuation. Vous voyez qu'une onde sismique, en plus de l'atténuation naturelle de l'onde due à sa géométrie, il y a probablement d'autres sources d'atténuation que l'atténuation naturelle. Enfin, ce que j'appelle l'atténuation naturelle, ça vient du fait que vous avez une onde sphérique. Donc l'intensité, même s'il n'y a pas de phénomène d'absorption du milieu, l'intensité va en diminuant, hein, puisqu'on a du K sur R carré. C'est pour ça, je vous dis à nouveau, qu'une personne qui parle, vous l'entendez mieux près de lui que si vous êtes un peu plus éloigné, hein, parce que l'intensité va varier en K sur R carré. Alors, vous voyez, donc ça, c'est l'intensité en un point situé à la distance R de la surface. Vous voyez, si je veux la puissance totale de l'onde, s'il n'y a pas de phénomène d'atténuation, si je veux la puissance totale, je vais multiplier cette intensité-là, IR, par toute la surface sur laquelle l'onde se répartit. Si l'onde sphérique, elle se répartit sur la surface d'une sphère de rayon R. Vous voyez, la surface de la sphère, c'est 4 pi r au carré. Et donc, vous voyez qu'on va se retrouver avec quelque chose qui est constant, K sur R2, multiplié par K pi R2. Hein. On trouve bien que cette puissance, elle reste constante, puisque elle se répartit sur des sphères de rayons de plus en plus grands.
Donc du coup, si je me place à la distance R1 de la source, je multiplie pour avoir la puissance par toute la surface par toute la surface d'onde, donc 4pi R1 carré. Je dois retrouver la même chose que si je me place à une distance R2. Donc à une distance R2, j'ai l'intensité I de R2 et je vais multiplier par la surface, ma surface d'onde, hein, qui est une surface sphérique, hein, mon plan d'onde, si vous voulez. Donc les surfaces d'onde sont perpendiculaires à la direction de propagation pour l'onde plane. Ce sont des sphères centrées sur la source pour une onde sphérique. Voilà. Donc je vais avoir cette relation-là. Et du coup, vous voyez que l'intensité, voilà, si on considère que, j'appelle le petit R, alors, le R2, c'est la distance de 100 km, puis le petit R1, la distance de 2 km. Et du coup, vous voyez que je vais pouvoir écrire que le IR1 vaut IR2 multiplié par R2 carré et divisé par R1 carré. Donc vous voyez, pour avoir l'intensité de l'onde à 2 km, connaissant l'intensité à 100 km, je vais faire intensité de l'onde 1,2 16 watts. Je peux mettre les unités et je vais multiplier par R2 carré, donc 2 sur, alors R2 c'est 100 plutôt, 100 sur 2, excusez-moi, au carré. Bon, si je fais le calcul, Monsieur, l'intensité de l'onde à 2 km, je vous écoute. juste du coup, pendant lors de l'onde sphérique, c'est l'intensité qui baisse au fur et à mesure, mais la puissance est toujours égale. S'il n'y a pas de phénomène de dissipation autre que la nature géométrique, si vous voulez, de l'onde sphérique, vous voyez donc par sa nature l'intensité baisse. Et par contre, toute la puissance, s'il n'y a pas d'autre source d'affaiblissement, toute la puissance reste sur des sphères centrées sur l'origine. C'est-à-dire que l'onde va se propager avec une certaine célérité. À un instant T, vous allez avoir donc toute la puissance qui va se retrouver sur une sphère de rayon donné. Donc si je prends l'intensité que je multiplie par la surface la surface du plan d'onde, qui est une sphère, je dois retrouver la puissance de l'émetteur. D'accord ? Voilà. Alors, bien sûr, s'il y a des sources d'affaiblissement autres, par exemple, si vous avez le son, l'air absorbe une partie du son. Voilà, les obstacles aussi vont absorber ou dévier une certaine partie du son. Donc, il y aura un affaiblissement qui sera dû voilà, aux différents, enfin, à des causes qui sont autres que la géométrie de l'onde. Mais si vous n'avez pas ces sources d'affaiblissement, vous voyez, si on fait une hypothèse où on n'a pas ces sources d'affaiblissement, toute la puissance se répartit sur des sphères concentriques. D'accord ? Donc, si on est très près de la source, l'intensité est très forte, la surface d'onde beaucoup plus faible, mais en faisant l'intensité multipliée par la surface d'onde, je retrouve P. Et si je suis beaucoup plus loin, j'ai une intensité qui est beaucoup plus faible, par contre, un plan d'onde dont la surface est beaucoup plus grande. Et si je fais le produit des deux, je retrouve la puissance initiale. S'il n'y a pas d'affaiblissement qui sont dus à des causes autres que la propagation. Ok, mais du coup l'intensité c'est pas en watts par mètre carré plutôt ?
Ouais, c'est des watts par mètre carré. Oui, il y a une petite. Oui, j'avais pas fait gaffe, il y a une petite erreur. Oui, c'est des watts par mètre carré, bien sûr. Monsieur? Oui. Mais du coup, attends, il y a quelqu'un qui a une question, non? J'ai pas entendu. Est-ce que je crois que j'ai coupé quelqu'un, non? Non? Non, je crois pas, je crois pas. Ok. Mais du coup, la formule de l'intensité, elle vient d'où? Euh, alors, l'intensité, en fait, elle est proportionnelle à l'amplitude au carré de la fonction d'onde. Vous voyez, la fonction d'onde, c'est une vibration, une élongation. Donc, c'est à rapprocher, par exemple, d'une tension ou d'un courant. Si vous voulez avoir voilà, si vous vous préoccupez de problèmes énergétiques ou de puissance, vous voyez, il faut prendre l'amplitude au carré. Donc, l'intensité, alors je crois que j'en parlais on en parle dans le poli, donc sans rentrer plus dans les détails, mais l'intensité est proportionnelle à l'amplitude de la perturbation au carré. Donc, c'est un K multiplié par l'amplitude au carré. Alors, attention, l'amplitude, c'est pas ça, hein, j'ai oublié, hop, dedans, vous avez le carré qui est ici. Voilà, vous voyez, votre perturbation, ça va être une vibration, ça peut être une tension, un courant, un champ magnétique, un champ électrique. Hein, et donc, l'intensité de l'onde, elle est proportionnelle donc, à l'amplitude de l'onde au carré, en fait. Voilà ce qu'on peut, En gros, c'est à dire. apprendre, quoi, du coup. C'est Comment? une formule qu'on doit connaître, quoi. Oui, voilà, voilà, savoir effectivement que l'intensité de l'onde est proportionnelle à l'amplitude de l'onde elle-même, en fait, proportionnelle au carré de l'amplitude de l'onde. Ok, ça marche, merci. Donc, si on fait l'application numérique, donc ça vous fait 3,19 watts par mètre carré, donc si on se place à une distance de 2 km, non plus de 100 km, par rapport à la source. Voilà, alors, quelle est la puissance qui traverse une section de 5 mètres carrés à une distance de 2 km? Oui, alors toute la puissance, bien sûr, de l'onde se répartit sur la sphère de rayon 4pi R1 au carré. Hein. Donc, si vous prenez l'intensité, vous multipliez par 4pi R1 au carré, vous avez toute la puissance de l'onde sismique émise au niveau de l'épicentre. Voilà. Si ensuite vous multipliez par les 5 mètres carrés, vous allez avoir tout ce qui va passer dans une section, une surface de 5 mètres carrés. Donc une surface située à 2 km, donc de 5 mètres carrés. Donc là, il suffit pour avoir cette puissance-là à travers la surface de 5 mètres carrés, il suffit de faire, donc vous avez P à travers cette surface-là qui va être égale à IR1 multiplié par la surface. Donc vous faites tout simplement 3 10 puissance 9 et vous multipliez par les 5 mètres carrés. Donc à travers cette surface de 5 mètres carrés, il va s'écouler une puissance mécanique de 15 10 puissance 9 watts. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions particulières, je vais commencer un petit peu l'exercice 3. Bon, je pensais le traiter aujourd'hui, mais effectivement, on a eu quand même des choses à faire.
j'ai pas, voilà, on le traitera plutôt en intégralité la semaine prochaine. Je peux juste le commencer, vous dire un petit peu ce qu'on va faire dans l'exercice 3. Faire les premières questions, si vous voulez, mettre un petit peu en situation. Alors, vous voyez, on va montrer qu'une perturbation qui est longitudinale qui se propage sur un ressort, elle vérifie l'équation de D'Alembert. En fait, c'est ce qu'on avait fait pour, vous voyez, le modèle des oscillateurs ressort et masse couplés, qui permettait de modéliser la propagation d'un son dans un solide. Ce qu'on a fait la dernière fois, on va essayer de le refaire avec un ressort et on le fera ensuite dans l'exercice 4 avec une corde. Voilà, on montrera aussi que ça vérifie l'équation de D'Alembert. Voilà, après on aura fini avec les équations de D'Alembert, on fera un peu autre chose. Alors là, il faut pas avoir votre ressort dans cet exercice-là comme un ressort qui est attaché quelque part avec une masse au bout, l'oscillateur harmonique que vous avez vu en méca, on avait parlé un petit peu aussi la semaine dernière. Donc là, vous avez un ressort, on vous dit aspire non jointive de longueur L qui possède une masse linéique et qui a une raideur totale. On va voir ce que c'est que la raideur totale K, qu'on appelle également le module élastique. Voilà, à ne pas confondre avec la raideur du ressort petit k ou la constante de rappel, dans la formule F égale K L de T moins L0. Alors, la première question, donc on vous demande de calculer cette longueur cette raideur totale grand K qu'on définit par la relation suivante. On a delta L égale F fois grand L divisé par K. Alors, delta L, c'est la longueur dont le ressort s'allonge lorsqu'il est soumis à une force d'intensité grand F pour un ressort de longueur grand L. Voilà, donc ici, on vous dit que alors, on vous demande de calculer la raideur totale avec un ressort qui fait 1 mètre de long, qui pèse 150 grammes. Donc là, vraiment, vous avez le ressort qui n'est pas tendu. Il est aspire non jointive, il n'est pas tendu. Ce qu'on va faire, c'est créer une perturbation quelque part. Vous allez voir que la perturbation, ensuite, elle va se propager dans le sens de la longueur du ressort. Alors, on vous demande de calculer donc la raideur totale du ressort. Si le ressort fait 1 mètre, s'il a une masse de 150 grammes, et s'il s'allonge de 4 cm, lorsqu'on lui suspend une masse de 15 grammes. Alors, je fais qu'appliquer ma formule. Donc, GK, le module élastique K, égale à la force multipliée par la longueur du ressort et divisé par l'allongement que produit la force F. Alors, le F. Donc là, le ressort serait suspendu avec une masse accrochée de 150 grammes. On vous dit de prendre la constante de gravitation égale à 10 Nm. Donc 150,015 multiplié par 10. Donc là, vous avez la valeur de la force. La longueur totale du ressort, 1 mètre. Et l'allongement produit, il vaut 4 cm. Donc, divisé par 4, 10 moins 2. Donc 1,5 sur 4, 10 moins 2, ça fait 150 sur 4. Voilà, 150 sur 4, 15 quarts. Et ça vous donne 3,75. Alors, vous voyez, Newton, on n'est plus en Newton
par mètre, comme quand on vous donne la raideur K du ressort, on est simplement en Newton. Voilà, c'est un grand K. Vous voyez, en Newton, puisqu'on a fait du F fois L. Donc, point de vue dimensionnel, F, c'est des newtons, L, c'est des mètres, et puis delta L, c'est des mètres aussi. Donc, 3,75 newtons. Monsieur? Oui, je vous écoute. Pourquoi vous avez mis 0,15? J'aurais plutôt mis 0,015. Non, parce que c'est 150 grammes. C'est marqué 15 sur le feuille, non? Ouais, vous avez peut-être raison. Ah Lorsqu'on non, lui c'est le ressort, j'ai dit une bêtise. calculer la. C'est vraiment un problème. Parce que moi, du coup, j'ai 150 fois 10 puissance moins 2 sur 4 fois 10 puissance moins 2. Donc, normalement, ça me fait 150 sur 4, moi. Ouais, vous avez peut-être raison. J'ai peut-être. Oui, c'est. Parce qu'on a un 10 en plus qui vient de la constante de gravité. Du coup, ça fait. Ouais, 10. alors les 15 grammes, on les prend pas en compte, mais par contre, ce qu'il faut prendre, c'est non, c'est la masse du ressort, c'est 150 grammes. On lui suspend à 15 grammes, donc effectivement, si on suspend 15 grammes, ça fait 15. Ah oui, ok, d'accord, oui. Je pensais que c'était 150 grammes qu'on suspendait. Non, non, c'est les 15 grammes qu'on suspend, le ressort lui-même. Alors, vous pouvez vous dire avec un système avec une poulie, peut-être. Hein, voilà, c'est le ressort qui fait 150. Mais par contre, les 15 grammes, c'est 15 10 moins 3. Attendez, alors ça fait. On a 15 10 moins 3. Oui, je vous ai fait une petite erreur ici. Mais en fait, le résultat, ça doit être bon. C'est du 15 10 moins 3. Multiplié par 10, c'est multiplié par 1. Donc 15 10 moins 3, ça fait 15 10 moins 2, donc ça fait 15 sur 4, c'est ça. Ça fait 3,75 newtons. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, on va modéliser donc, le ressort. En fait, on va travailler sur un bout de ressort infiniment petit, de longueur dx. On va regarder les forces que va subir ce bout de ressort dx lors du passage d'une perturbation. Vous voyez, le ressort va s'allonger, ou le bout de ressort va s'allonger, ou il va se comprimer. Donc, il va y avoir des forces de part et d'autre de l'axe du ressort. Voilà, donc, vous voyez le problème, on va le positionner comme ça. Vous allez avoir donc alors, on va faire ça proprement du coup. Voilà, donc là. Voilà, donc le ressort de longueur L0. Donc ça, c'est la longueur totale du ressort. Grand L0, on va considérer un bout de ressort à l'intérieur. Alors, attendez, je vais faire ça ici. Voilà, donc on considère un petit bout de ressort dans le ressort de longueur dx. Donc là, ici, un axe qui permet de graduer le ressort, l'axe x. Voilà, donc là, l'origine de l'axe. Et ensuite, dans le ressort, on prend un petit bout de ressort de longueur dx.
Voilà, donc là, ici, mon axe X. Donc l'abscisse, ici, donc un bout de ressort de longueur dx. Vous voyez ici, je suis à l'abscisse x, et ici, à l'abscisse x plus dx. Donc là, ma longueur du bout de ressort sur lequel on va bosser, voilà, c'est un petit dx qui est de longueur ici. Voilà, ce petit dx, il va jouer le rôle du petit L0, si vous voulez. Un petit dx égale à un petit L0, à une longueur, voilà, la longueur du bout de ressort, c'est L0. Alors vous voyez, quand une perturbation va passer, ce bout de ressort, il va se dilater un petit peu. Alors, là, ça va. Je vais reprendre mon ressort. Ici. Je vais mettre bien. Voilà. Voilà. Donc, et oui, lorsque une perturbation va passer, ce bout va se dilater. Vous voyez, donc par exemple, vous pouvez vous dire que vous pincez le ressort à l'origine du ressort. Vous voyez, au niveau du point où vous le pincez, vous pincez quelques spires, vous relâchez. Hein, ça va créer une perturbation qui va se propager d'une extrémité vers l'autre extrémité de l'extrémité où on a créé la perturbation vers l'autre extrémité. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver au bout du ressort? Donc, il va être contraint par des forces élastiques de part et d'autre du bout du ressort. Vous allez vous retrouver avec... donc je vais remettre l'axe en dessous, peut-être. J'exagère volontairement. Alors là, je vais avoir du X. Je vais appeler la perturbation, je vais l'appeler, alors elle s'appelle Y. C'est mal choisi parce que c'est une perturbation longitudinale. Donc la perturbation à l'abscisse X, je vais l'appeler S de X. Perturbation. Cette perturbation-là qui va se propager à l'abscisse, perturbation à l'abscisse X. Voilà, on l'appelle pas Y, hein, le Y de X dans l'énoncé, c'est pas très bien. Donc le Y, vous verrez, parce que Y, on pourrait confondre avec l'ordonnée. Il n'y a pas d'ordonnée ici, vous voyez, la perturbation est longitudinale. Voilà, donc, alors le bout de ressort, donc, il va se dilater. D'un côté, il va s'allonger de X plus DX plus S, de X plus DX. Et puis de l'autre, de X plus SX. Alors, je vous redessine ça. Et puis après, je vous laisserai tranquille. Ça va permettre de positionner un petit peu le problème. Alors ça, je vais l'enlever. Hop. Là, et là, on va se retrouver, vous voyez, avec ici. Monsieur? Oui. Du coup, c'est comme dans la démo qu'on avait fait. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on avait fait. Effectivement, c'est un peu toujours pareil. Vous allez voir, ça marche
on fait 3 exemples. En fait, on fait le modèle avec les oscillateurs couplés masse et ressort. On fait donc la propagation d'une perturbation longitudinale dans un ressort. Et ensuite, on fait la propagation d'une perturbation dans une corde, sur une corde tendue qui a une certaine masse linéique, en fait, ce qu'on fera dans l'exercice 4. Puis on arrêtera ce genre de démonstration. Alors, si on avait eu un peu plus de temps, on aurait pu faire également une démonstration avec un son qui se propage en l'air, mais c'est plus complexe. Donc on n'a pas le temps de le faire. Et après, on verra comment on obtient l'équation de Lambert avec, pour l'onde électromagnétique avec les équations de Maxwell. On verra ça aussi. Hein. Voilà, c'est très simple. Les équations de Maxwell, c'est extrêmement simple. C'est juste des petites combinaisons avec les opérateurs vectoriels. Voilà. Et donc là, vous voyez, le ressort, lorsque l'onde passe, le petit bout de ressort, il s'est un petit peu dilaté. Voilà, on a, vous voyez, quelque chose qui est comme ça. Voilà, et du coup, vous voyez, donc là, j'avais l'abscisse précédente X, vous voyez, le X. Donc là, c'est bien parce que je fais une figure qui est propre par rapport à ce que je fais au tableau d'habitude. Ça, c'est les petits avantages d'être en distanciel. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Donc là, j'avais voilà, là, en haut, j'ai le ressort au repos, le bout de ressort au repos. Donc là, j'ai le point, vous voyez, j'avais le point X ici. Et ensuite, le point X plus dx, vous voyez, par ici. Donc là, vous voyez, j'ai le point X plus dx. Voilà, donc ma nouvelle abscisse ici, vous voyez, ça va être X. Donc si vous voyez ce point-là, X plus Sx. Et puis, vous voyez, c'est dilaté également, voilà, sur la droite. Et ce nouveau point, voilà, celui-ci, ici. Je l'ai ici. Et puis, ça, c'était pour le ressort ici, le bout de ressort au repos. Voilà. Donc là, c'est le bout de ressort au repos. Au repos. Et ici, après passage de la perturbation. Passage de la perturbation. Et du coup, vous avez, voyez, vous avez une tension qui se produit de part et d'autre du bout de ressort. Donc vous allez avoir, vous voyez, une force ici. Alors on va mettre des. Voilà, vous avez une force de ce côté-là. Et avec voilà, une force qui va tirer. Ça, c'est une force extérieure, vous voyez, F2. Là, et de ce côté-là, vous allez avoir une force également sous le bout de ressort en vert, donc il s'est dilaté. Vous voyez, en rouge, il est au repos, et en vert, il s'est dilaté. Et là, vous avez, vous voyez, la force F1. Alors, la force F1, c'est une force qui vient du reste du ressort. Pareil pour F2, vous voyez, c'est une force qui est extérieure au système. Et les forces que vous avez à l'intérieur, voilà, elles sont inverses et opposées par rapport à F1 et F2. Et vous avez une force ici intérieure et une autre force intérieure ici. Vous voyez, ces forces-là, c'est de faire en sorte que le bout de ressort revienne dans son état initial. Donc ici, vous voyez, j'ai ma force F1'. Et ici, j'ai le F2'. D'après donc la loi des actions réciproques, F2' est égal à moins F2, F1' est égal à moins F1. Vous voyez, donc j'ai mon bout de ressort, là j'ai fait une figure dans le cas où le bout de ressort s'est dilaté. Donc j'ai une force intérieure qui tend à ramener l'extrémité de gauche vers le centre, puisque c'est dilaté. Et pareil, j'ai une force F2' à droite, dirigée vers la gauche, qui tend à ramener aussi le ressort, à recomprimer le ressort, puisque le ressort est dilaté. Donc de part et d'autre, vous voyez, du ressort, les forces
F1, F2 qui exercent le milieu extérieur sur mon système mécanique que j'ai mis en vert, ces forces-là, elles sont en sens, même direction, même sens. Troisième principe de Newton, la direction réciproque. Vous avez F1' qui est égal à moins F1 et F2' qui est égal à moins F2. D'accord? Voilà. Alors, oui. Juste F1 et F2, ils sont dus à la propagation, c'est ça? Voilà, du fait que la perturbation, je l'appelais SX. Vous voyez, donc c'est une onde qui vient un petit peu pousser, là, le schéma que j'ai fait, vous voyez, elle pousse un petit peu le ressort au repos. Vous voyez, le ressort, il est compris entre X et X plus dx. Et lorsque la perturbation arrive, donc mon onde, je l'ai appelée S de X, et je ne l'ai pas appelée Y parce que ça peut prêter à confusion comme dans l'énoncé. Donc, vous voyez, vous avez ce S de X, la perturbation en X, elle vaut S de X. Donc, vous voyez, sur mon petit schéma, elle pousse un petit peu l'extrémité de gauche vers la droite. Et ensuite, la perturbation, parce que du coup, une fois que la perturbation passe, elle va être partout. La perturbation en X plus dx, elle vaut S de X plus dx. Et elle étire un petit peu le ressort ensuite vers la droite, vous voyez. Donc, mon ressort de couleur verte, c'est le ressort lorsque l'onde est en train de passer dans le ressort. Vous voyez, ça perturbe un petit peu le système qui est au repos. Et en rose, là, ce que j'ai en rose ou en rouge, c'est mon système au repos. Donc vous voyez que vous avez deux forces internes qui tendent à ramener le ressort à sa longueur initiale dx, et puis deux forces extérieures qui viennent du reste du ressort, vous voyez, qui s'appliquent sur le petit ressort dx de longueur L0 au départ. Voilà pour les petits schémas de départ. Oula, c'est l'heure, je n'avais pas vu. Ouais. Donc je vais m'arrêter là, on continuera la semaine prochaine. Et si le continuer, mais c'est pas évident, vous allez voir que c'est pas évident. Ce que vous pouvez, c'est vous cherchez peut-être sur Internet propagation du onde sur un ressort, ou si vous avez des bouquins de prépa. Si vous avez généralement des bouquins de PC, c'est une démo qui est faite dans les bouquins de classe de PC, je crois, de deuxième année. Voilà, peut-être pas en PT, mais sur des bouquins de PC, vous la trouvez généralement dans les petits exos d'application lorsqu'on fait des ondes mécaniques. Voilà, donc je vais arrêter là et puis on continuera la semaine prochaine. Monsieur? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi SX n'est pas égal? Ouais, pourquoi SX est différent de S de X plus DX? Parce que vous avez une onde qui se propage, c'est-à-dire que si vous dire, par exemple, on crée une perturbation à l'origine, au niveau du point haut, par exemple, soit vous pincez des spires au point haut, soit vous étirez quelques spires au niveau de l'origine, ou soit vous avez un générateur mécanique qui envoie des petites impulsions, vous voyez, sur l'origine des impulsions régulières, sur l'origine du ressort, donc à gauche du grand ressort, de longueur grand L0. Et donc ça crée une petite perturbation. Et cette perturbation, vous voyez, on peut la mettre sous la forme d'une fonction d'onde continue, donc qui va dépendre de x et bien sûr du temps, de t. Donc là, pour l'instant, je l'appelais S de x. Elle aura une valeur qui peut être différente en chaque point du ressort. Donc c'est pour ça que à l'abscisse x, cette perturbation-là, c'est une perturbation longitudinale, hein, c'est-à-dire que vous voyez, elle comprime ou elle étire le bout de ressort. Donc à l'abscisse x, je l'appelle S de x, à l'abscisse x plus dx, je l'appelle S de x plus dx tout simplement. Elle est différente en fonction de l'abscisse x. Oui, ça dépend de l'abscisse x. En fait. Voilà, elle dépend de l'abscisse x. Ok. Voilà. Donc voilà, on a dessiné le petit schéma, on verra la semaine prochaine. Voilà, là, on ne peut pas penser que j'étais un peu en avance, et puis la séance est terminée. Voilà, donc vous l'avez filmé en fait, cette séance? Quelqu'un l'a enregistré? Ouais, je l'ai enregistré. Ouais. Bon, si vous l'avez enregistré, parce que vous coupez l'enregistrement, puis je mettrai ça sur la chaîne YouTube.